Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Signature d'accord d'investissement lors de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. L'événement sert également de plateforme pour faciliter les échanges commerciaux et logistiques entre les pays africains. Vitrine marquante de l'IATF, le pavillon de l'ANP, salué par les visiteurs et les délégations africaines pour les avancées technologiques de l'industrie de défense nationale, pendant qu'une délégation africaine de haut niveau s'est rendue dans les usines de construction automobile de Ruiba, illustrant le dynamisme du secteur industriel national, véritable niche de partenariat intra-africain. Et à l'étranger, la France attend ce lundi le vote de confiance qui entraînera, sauf coup de théâtre, la chute imminente du gouvernement de François Bayrou, moins de 9 mois après son arrivée à Matignon. Dans la bande de Reza, pas moins de 13 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin sous les bombardements de l'entité sioniste. Les Razaouis ne savent plus où se réfugier, vivant dans des conditions de plus en plus dramatiques. Bienvenue à tous. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a déjà donné lieu à la signature de plusieurs contrats d'investissement. Ces partenariats industriels, commerciaux et académiques portent sur plusieurs centaines de millions de dollars et traduisent la volonté commune de faire du commerce intra-africain un moteur d'intégration et de développement pour le continent. Amira Sifta. À l'IATF, le succès ne se mesure pas seulement à l'ampleur de la participation, mais surtout à la valeur des contrats et accords conclus. Et les résultats ne se sont pas fait attendre, avec la signature de plusieurs protocoles d'accords et de partenariats stratégiques. Parmi eux, un contrat de 480 millions de dollars liant l'entreprise ivoirienne JSB Électrique et la société Sogélux. Autre partenariat de 300 millions de dollars conclu entre Inatel Algérie et Morphone Electronic Technology au Nigeria, ainsi qu'un accord de coopération prévoyant l'exportation du savoir-faire technique algérien vers la Côte d'Ivoire, pour une valeur de 100 millions d'euros sur 5 ans. Des chiffres qui confirment la dimension économique de cette rencontre et ouvrent de nouvelles perspectives pour la coopération africaine. Cette mise en relation, cette signature vient dans le cadre d'une volonté politique au départ, aussi bien au Sénégal de développer l'industrie en local que de l'Algérie aujourd'hui et de développer les échanges interafricains. C'est dans ce cadre-là que M. Kobibi, qui est le représentant du groupement Ciel, et que moi, qui suis le représentant de la Fédération sénégalaise des entreprises électriques, on a commencé à échanger pour voir comment les entreprises algériennes et les entreprises sénégalaises peuvent développer. Aujourd'hui, l'Algérie confirme la qualité de ses produits à travers l'exportation de ses équipements vers la Côte d'Ivoire. La valeur du contrat s'élève à près de 100 millions d'euros, un contrat établi après 2 années d'efforts et de négociations. Au-delà du secteur industriel, l'événement a également ouvert la voie à un domaine stratégique. Dans l'enseignement supérieur, un accord a été scellé entre une entreprise algérienne et l'université panafricaine, avec pour objectif de renforcer la recherche scientifique, la formation et le développement des compétences au service de la jeunesse africaine. Donc, ça rentre dans le cadre de la mise en place des normes, l'harmonisation des normes. Actuellement, les échanges commerciaux l'harmonisation des normes. La convention va permettre l'emplacement des étudiants en stage, va permettre aussi faciliter l'employabilité, construire les compétences requises aujourd'hui, former une élite au continent. L'Institut compte 49 nationalités et nous sommes très contents et très fiers de l'ouverture du secteur privé pour l'accueil de nos étudiants africains. Avec la diversité des secteurs représentés et la pluralité des initiatives lancées, l'IATF confirme son rôle de plateforme incontournable pour promouvoir le commerce intra-africain et accélérer l'intégration économique du continent, en s'appuyant sur les potentialités de ces marchés et sur une vision commune de coopération à grande échelle.
Et cette foire illustre la volonté de transformer les discours politiques en projets concrets pour renforcer la coopération sud-sud. Près de 2000 exposants y prennent part avec l'objectif de conclure d'importants accords commerciaux et d'investissement, notamment grâce au lancement de nouvelles liaisons aériennes entre les pays africains. Amina Zahouf. Cœur battant du commerce avec des ambitions africaines, l'IATF rassemble depuis plusieurs jours des entreprises algériennes, africaines et étrangères sous le ciel unique de l'Afrique avec l'ambition de renforcer la connectivité, le commerce et l'intégration économique du continent. Il est très important de développer les infrastructures de transport pour pouvoir diminuer les coûts et ne pas avoir à recourir à des pays en dehors du continent africain, comme l'Europe ou les États-Unis. Un des défis que nous devons relever, c'est de faciliter les passages au niveau des frontières. C'est un coût pour les opérateurs économiques. Il faut fluidifier et faciliter les transactions de l'Afrique du Sud vers l'Afrique orientale. En tant que sharika privée, on couvre 5 pays, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali. C'est des pôles d'excellence, c'est des pôles d'attraction. Il faut des comptoirs pour recueillir l'exportateur. Il faut des comptoirs, il sait où est-ce qu'il va. Depuis ces dernières années, l'Algérie accélère la levée des obstacles intra-africains au commerce et à l'investissement en développant, entre autres, ses connexions aériennes dans le but de faire d'Alger un hub aérien stratégique. C'est une importante opportunité pour nous aujourd'hui d'accéder au marché algérien et vice-versa. Il existe une ligne aérienne directe entre nos deux pays. C'est en partie une solution pour les problèmes logistiques entre l'Afrique de l'Ouest et celle du Nord. On produit différentes sortes de sacs. Nous proposons nos produits à différentes compagnies algériennes. Le plus important pour nous aujourd'hui est de distribuer notre produit en Algérie comme on l'a déjà fait pour le Danemark ou les États-Unis. Je suis venue avec des produits intéressants, certifiés 100% naturels. Je suis aujourd'hui à la recherche de distributeurs en Algérie pour commercialiser mes produits. 2 milliards de dollars d'offres commerciales et d'investissements, c'est ce à quoi s'attend la foire du commerce intra-africain pour cette 4e édition à laquelle participent plus de 2000 exposants. Et à la SAFEX, le pavillon militaire a retenu l'attention des visiteurs et des délégations africaines. Ils ont salué les progrès de l'industrie de défense nationale qui traduit des capacités technologiques avancées et une vision tournée vers le développement du continent et la coopération africaine. Sonia Gassi et Myriam Damis. L'industrie militaire s'est imposée comme l'une des vitrines majeures de cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Les délégations venues du continent ont salué le savoir-faire de l'armée nationale populaire dans des secteurs clés tels que la mécanique, la fabrication de véhicules, les équipements logistiques ou encore les systèmes technologiques de pointe. Des avancées perçues comme un atout stratégique offrant à l'Afrique la perspective de renforcer son autonomie en matière de défense. Je suis passé par les pavillons militaires et je suis impressionné par tout ce qu'ils ont présenté comme matériel logistique et toute la technologie militaire algérienne. Et nous disons que voilà, avec ça, l'Afrique est capable de se défendre et tous les Africains auront cette technologie pour la défense. Nous attendons beaucoup de l'Algérie pour tirer tous les pays africains vers le chemin du développement et nous savons que voilà, l'Algérie a une capacité de faire ça. Voilà, en visitant ce pavillon, je suis agréablement surpris de constater que l'armée algérienne, au fond, au-delà de sa mission traditionnelle, s'investit dans l'automobile. Ce qui est très impressionnant, quoi. Donc, au-delà de sa fonction régalienne de maintien de la paix et de la sécurité, l'armée se veut un acteur économique considérable.
Je passais simplement par là et j'ai vu ce stand. Je l'ai trouvé vraiment bien et j'ai donc voulu prendre une petite vidéo pour la partager avec ma communauté et leur montrer comment les autres s'y prennent. Je suis convaincu que si vous veniez en Afrique australe, vous pourriez y trouver des opportunités d'affaires, car il est évident que vous possédez un savoir-faire en la matière. Et les produits sont visiblement solides et robustes. Franchement, c'est un très bon travail. L'engagement de l'Algérie reflète une vision stratégique orientée vers la création d'emplois, la valorisation des compétences techniques et d'ingénierie, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération industrielle et technologique entre les pays africains. L'établissement de développement de l'industrie de véhicules participe à ce salon à travers ses différentes filiales, en exposant différents véhicules conformes aux normes internationales, avec pour objectif de s'ouvrir au marché du continent et de concrétiser la coopération africaine afin de renforcer l'intégration économique et d'œuvrer pour un développement commun. Notre objectif à travers cette participation est de faire connaître nos établissements et de présenter nos services aux opérateurs économiques, qu'ils soient du secteur privé ou public. L'expérience algérienne dans l'industrie militaire représente aujourd'hui un modèle inspirant à la fois national et continental. Elle ouvre la voie à un développement global grâce à la coopération et à l'échange continu d'expertise et d'expérience. Et parmi les délégations africaines présentes dans le pays, une délégation de haut niveau composée d'une dizaine d'opérateurs économiques s'est rendue dans plusieurs usines de construction automobile à Ruiba. Une visite qui illustre la volonté de développer le partenariat et la coopération dans les industries mécaniques et celles des véhicules, tout en confirmant la place de l'Algérie comme pôle industriel émergent engagé dans une coopération rapprochée fondée sur l'échange d'expériences. Awatif Aïchaoui et Raouf Hamouch. Composée d'une quarantaine d'opérateurs économiques africains, cette délégation s'est rendue dans la zone industrielle de Ruiba pour découvrir le savoir-faire national en matière d'industrie automobile. La délégation a visité plusieurs firmes à l'instar de l'usine de fabrication de poids lourds Mercedes-Benz, l'entreprise Fonderie Ruiba, le groupe mécanique Sonacom et la société AGM. J'ai été vraiment impressionné parce que j'ai découvert dans l'usine, aussi bien en termes de qualité de production que de capacité technique. Ce qui m'a marqué surtout, c'est que vous fabriquez le moteur ici même. Produire un moteur de A à Z dans un pays n'est pas une chose facile, c'est une véritable réussite industrielle. Nous sommes ici pour bâtir des partenariats stratégiques et trouver de nouveaux réseaux de distribution. Cette entreprise est très prometteuse, elle a une forte capacité de production. Nous y voyons donc une opportunité réelle pour développer l'intégration et renforcer les partenariats. La délégation africaine a pu découvrir les lignes de production de ces entreprises ainsi que la diversité des produits fabriqués. C'est une base mécanique qui produit les pièces et les composants. Elle procède au montage de camions et d'autobus. Le ministère de la Défense nationale veille à travers la direction des industries militaires à moderniser les moyens de production et les véhicules pour augmenter sa capacité de production et garantir des produits conformes aux standards de qualité internationaux. Nous avons présenté à nos partenaires africains une sélection de produits destinés à l'exportation. Certains sont déjà commercialisés en Europe, d'autres vers des pays voisins comme la Tunisie. Comme vous l'avez compris, l'objectif est de promouvoir ces produits au sein du continent. C'est donc une vitrine industrielle qui confirme l'ambition de l'Algérie à faire de son potentiel mécanique un moteur de coopération africaine. L'IATF se distingue aussi par la forte participation des femmes entrepreneurs africaines, présentes dans des secteurs allant de l'agriculture à l'industrie, sans oublier les nouvelles technologies. Elles ont démontré à cette occasion que l'innovation en Afrique porte également un visage féminin. Walid Yousfi. Elles imaginent, elles innovent, elles transforment. Dans l'univers de la technologie, ces entrepreneurs imposent leur signature. Leurs idées ouvrent de nouvelles perspectives et inspirent toute une génération de femmes. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, je dis ça, l'échec, c'est une expérience. On tombe, mais il faut prendre de leçons de son échec. Et voilà, et rectifier le tir, ça c'est très important. Peut-être aujourd'hui on a échoué, mais demain on va réussir. Selon les statistiques, 65% des femmes africaines sont entrepreneurs. Cela permet d'engager plus de gens tout en contribuant au développement économique. Et j'estime que la femme africaine est non seulement le futur de ce continent, mais aussi un point d'ancrage qui permettra d'élever l'Afrique.
La femme africaine entrepreneur s'impose aujourd'hui comme un véritable moteur d'innovation et de développement. Portée par sa créativité et sa résilience, elle transforme les défis en opportunités et fait émerger des solutions adaptées aux réalités locales. La foire intra-africaine 2025 démontre à suffisance la place importante qu'occupe la femme au sein de la société africaine. Comme vous le voyez dans les stands de l'Union africaine, vous avez certainement pu constater que les stands sont plus tenus par les femmes que par les hommes. Cela démontre en fait le potentiel d'entrepreneurs des femmes qui sont au cœur du processus de transformation productive de nos économies. La femme entrepreneur africaine est audacieuse, résiliente, pleine d'idées et prête à conquérir tous les marchés, quels qu'ils soient. Elle est prête et déterminée à investir tous les espaces. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu de soutien et alors plus rien ne pourra lui être hors de portée. Déterminée, solidaire et ambitieuse, ces jeunes entrepreneurs façonnent un avenir numérique où la diversité devient une force. Et parmi les pavillons qui se sont démarqués lors de cette foire figure celui du géant nigérian, reflet de la place de ce pays comme puissance économique émergente, mais aussi de la forte présence des femmes nigérianes, actrices incontournables de la vie économique et sociale. Fatiha Ouarab et Majda Jahmoun. Le Nigeria, bien plus qu'un simple pavillon à présenter au Salon du commerce IATF. C'est l'image d'une nation en mouvement qui se dévoile. Portée par ses richesses naturelles, son agriculture, son industrie et une jeunesse dynamique et innovante, le pays confirme son rôle de partenaire clé dans l'intégration économique. Nous misons sur nos atouts agricoles avec en tête la production de cacao, d'arachide et bien d'autres cultures. À cela s'ajoutent des ressources naturelles comme l'or, le zinc, l'uranium, le lithium et le plomb. Autant de richesses qui placent le pays au centre de nouvelles opportunités de coopération, notamment avec l'Algérie. Le Nigeria aspire à établir des relations économiques solides avec l'Algérie basées sur les échanges commerciaux dans une logique gagnant-gagnant pour les deux parties. La femme nigériane s'impose également dans cette dynamique. Agricultrice et entrepreneur, elles sont présentes en force pour exposer leur savoir-faire. Je suis agricultrice. J'ai été sélectionnée pour participer à ce salon afin de faire connaître les produits de notre entreprise et conquérir de nouveaux marchés. J'expose différentes variétés d'épices emblématiques du Nigeria. Ce salon illustre la volonté de renforcer l'interconnexion des économies africaines. Le Nigeria confirme plus que jamais sa place de partenaire stratégique à même de poser les fondations d'un marché commun capable de faire face aux défis mondiaux. Gros plan à présent sur un pôle majeur de l'industrie nationale, l'usine Magie, implantée au cœur de la zone industrielle de Ruiba. Grâce à son expérience et à ses équipements modernes, elle couvre la demande nationale et renforce les capacités du pays dans le domaine des industries énergétiques. Raouf Hamouche. Implantée au cœur de la zone industrielle de Louiba, l'entreprise publique Magie, pionnière dans la fabrication de réservoirs métalliques, est l'un des fleurons de la mécanique et de la métallurgie en Algérie. Capitalisant une expérience de plus de 90 ans, elle s'impose aujourd'hui comme un acteur industriel de premier plan. Nous proposons une large gamme d'équipements, cuves de stockage, citernes pour carburant et GPL en partenariat avec Naftal, silos métalliques ainsi que des réservoirs destinés au secteur du forage, sans oublier les stations mobiles de carburant. Les secteurs du forage. Mais l'entreprise va encore plus loin. Sa nouvelle stratégie prend forme avec un projet inédit, la fabrication du tout premier séparateur triphasé en Algérie. Un équipement actuellement en phase d'achèvement, appelé à révolutionner le secteur énergétique national et à hisser encore plus haut l'expertise industrielle du pays. Le premier séparateur qui va être fabriqué en Algérie et qui a été fabriqué par l'entreprise Magie en développement avec l'entreprise Sonatrach. Cet équipement de pointe permettra de séparer le pétrole brut en 3 composants essentiels, le brut, le gaz et l'eau extrait de gisements pétroliers.
Derrière cette prouesse, une richesse humaine, des équipes qualifiées qui assurent précision et rigueur pour livrer un produit fiable et certifié de haute qualité. Le processus démarre avec les plans fournis par les bureaux d'études de l'entreprise. Viennent ensuite la découpe, la préparation, l'assemblage, la soudure, puis une deuxième phase de montage avant de passer à l'atelier de peinture. Grâce à un apprentissage continu, j'ai pu acquérir un savoir-faire et consolider mes compétences. Entre diversification de la production et innovation, Magir Ouiba affirme plus que jamais sa position d'acteur stratégique au service de l'économie nationale. Et à l'étranger, en France, à peine 9 mois après sa nomination à la tête de Matignon, François Bayrou va devenir, sauf coup de théâtre, le premier chef de gouvernement de la Ve République à tomber sur un vote de confiance, un scénario qu'il a lui-même provoqué et qui alimente déjà toutes les spéculations sur son remplaçant. Les tractations pour le remplacer sont déjà bien entamées dans la perspective de l'impératif du budget 2026. Plusieurs dates plaident aussi pour une vacance courte. Les mobilisations bloquent tout le 10 septembre, syndicales le 18 ou encore la décision vendredi de l'agence Fitch qui pourrait dégrader la note de la dette française. Afaf Belhouchet. Collectivement, je trouve que c'est une année de législature parmi les plus lamentables et les plus dérisoires de l'histoire de l'institution. On est en train de démolir politiquement l'institution, mais de rénover la façade du bâtiment, c'est déjà ça. C'est l'une des voix que les Français ont entendues ce matin sur la radio la plus écoutée du pays. Le décor est planté dès l'aube, une façade qui brille, mais une institution qui vacille. Un constat amer à quelques heures d'un moment inédit de la vie politique française. François Bayrou va affronter cet après-midi un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Un pari risqué, car depuis 1958, jamais un Premier ministre en France n'a été renversé de cette manière. Et pourtant, le résultat ne fait guère de doute. Les socialistes, la gauche radicale, l'extrême droite et même une partie des Républicains ont déjà annoncé qu'ils voteront contre. Bayrou, choisi il y a quelques mois pour stabiliser la situation après la dissolution, se retrouve isolé. Dans son propre camp, les doutes se sont multipliés. À l'origine, il voulait faire de la lutte contre le surendettement le fil conducteur de son action, mais son discours n'a pas trouvé d'écho. Les arguments n'ont pas suffi à inverser la tendance et c'est désormais la lassitude des députés comme l'usure de la majorité qui explique ce rejet annoncé. Conséquence directe, Emmanuel Macron devra désigner un nouveau chef de gouvernement. Ça sera le 4e en moins de 2 ans. Le président se retrouve face à la même équation politique. Comment gouverner sans majorité stable? Faudra-t-il tendre la main aux socialistes, négocier avec la droite ou chercher une figure consensuelle dans son propre camp? Le calendrier, lui, ajoute de la pression. Dès mercredi, des collectifs appellent à bloquer le pays sur le modèle des Gilets jaunes. Et en fin de semaine, l'agence Fitch réévaluera la note de la France. La séquence s'annonce donc périlleuse. Car la chute de François Bayrou, ce n'est pas seulement celle d'un Premier ministre, c'est l'illustration des difficultés d'Emmanuel Macron à trouver un cap durable, une fragilité institutionnelle qui interroge la capacité de la France à affronter en même temps la colère sociale, les contraintes budgétaires et l'absence d'une majorité politique. Toujours dans l'actualité internationale, au moins 13 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce matin dans des bombardements menés par les forces de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Ces frappes interviennent au lendemain d'une journée particulièrement meurtrière, marquée par le martyre de 65 Palestiniens. Contraints au déplacement forcé et répété, les Gazaouis ne savent plus où aller, vivant dans des conditions de plus en plus dramatiques. Wissam Abou Zaid et Badir Ahmani. L'armée d'occupation sioniste poursuit ses attaques sur Gaza. Les populations sont contraintes au déplacement forcé pour échapper à une mort certaine, même si leur vie est menacée à chaque pas qu'ils font et sur les routes périlleuses qu'ils empruntent pour trouver un refuge. Et même lorsque ce refuge est retrouvé, ils ne sont pas épargnés par les missiles sionistes. Nous avons été surpris par le bruit des déflagrations. Nous avons vu 2 corps déchiquetés. Mon père, ma mère et mon neveu ont été blessés. Nous dormions lorsqu'un missile s'est abattu sur nous. La tente qui nous servait d'abri a pris feu. D'un côté, j'essayais d'éteindre l'incendie, de l'autre, secourir mes 2 enfants. Cette école qui abrite des centaines de familles a été la cible des bombardements sionistes. Des dizaines de personnes ont été blessées, des femmes et des enfants. Plus aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les bombardements aériens et les attaques terrestres se poursuivent. Un génocide
génocide incessant perpétré au vu et au su du monde entier. Nous ne savons plus où aller. Là où nous allons, nous sommes bombardés. Dans les écoles, sous les tentes, c'en est trop. Dans les hôpitaux, les morts et les blessés arrivent par centaines. La douleur et les larmes des familles sont insurmontables. La situation humanitaire est catastrophique et les enfants, à la recherche de la nourriture et de l'eau, reviennent souvent dans des cercueils, tués par l'armée d'occupation. كل يوم يوميا بصير شهداء ابرياء في الشوارع ماشيين بضربوهم يا عمي وما لهمش لا في تنظيمات ولا لهم في حدا. Tous les jours, des martyrs innocents tombent sous les armes sionistes. Personne n'y échappe, même pas les enfants. بضربوا وين ما جا الضرب يا عمي شغال. La mort est partout dans la bande de Raza. Les familles fuient les bombardements et peinent à trouver un lieu sûr pour s'abriter des missiles de l'armée sioniste. À cela s'ajoute l'absence de l'eau et de la nourriture due au blocus imposé par l'occupant sioniste qui fait fi du droit international et impose un génocide sans précédent à un peuple innocent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous et à demain.